C'est possible d'être végétarien et d'être fort, c'est possible d'utiliser de la seconde main et d'être très performant, c'est possible de moins prendre l'avion et d'être performant et de faire son sport comme on a l'habitude de le faire. Lui, c'est Matteo Gabon. C'est un athlète de haut niveau et un écolo convaincu. Il a choisi de lier sa passion et ses convictions et a fondé Climato Sportif, un collectif de sportifs engagés pour le climat. Et ça tombe bien, c'est une question qui concerne l'Europe. Avec le Pacte vert, l'UE nous a fixé un objectif hyper ambitieux, réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre, et le sport, comme toute industrie, va devoir faire sa part. Mais est-ce que c'est facile quand les compétitions se font aux quatre coins du monde ou que les sponsors sont des marques pas très vertes? Et puis finalement, est-ce que c'est aux athlètes de s'engager tout seuls dans leur coin? J'ai plein de questions pour Matteo. Moi, c'est Camille. Bienvenue dans Studio E, le podcast d'Enter. Salut Matteo, merci d'être là. On va commencer direct. Est-ce que tu penses que les sportifs de haut niveau peuvent vraiment respecter l'environnement? Dans le vif du sujet. Ouais. C'est une très bonne question. Est-ce que les sportifs peuvent y arriver? En tout cas, je pense qu'ils doivent s'emparer des sujets. Mais avant de s'attaquer à la responsabilité des sportifs, je pense qu'il y a dans un premier temps une responsabilité à la fois des sponsors et des fédérations. On a la chance d'échanger assez régulièrement avec des sportifs de haut niveau. On en a beaucoup qui sont dans le feu de l'action en ce moment avec les JO qui arrivent. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a quand même une grande précarité dans le milieu sportif et qu'ils sont obligés de répondre à la demande de sponsors. Des fois, ils ont peur de s'engager et de traiter de certains sujets, de peur de perdre des sponsors. Et puis aussi, il y a des fédérations qui imposent des circuits internationaux où il faut aller faire des courses, par exemple, dans différents pays du monde. Donc, la réponse, elle est assez difficile, même si nous, en tant que climato-sportifs, ce qu'on essaye de porter, c'est que il faut utiliser le sport parce qu'il est extrêmement fédérateur pour parler de ces sujets, pour emparer un maximum de gens pour traiter du dérèglement climatique. Et puis, j'espère surtout que les sportifs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, se rendront compte dans un premier temps que avoir une pratique éco-responsable n'empêche pas la performance. C'est possible d'être végétarien et d'être fort. C'est possible d'utiliser de la seconde main et d'être très performant. C'est possible de moins prendre l'avion et d'être performant et de faire son sport comme on a l'habitude de le faire. Justement, toi, tu dis il y a certains sportifs qui peuvent avoir peur de s'engager. Déjà, toi, t'as pas peur puisque c'est ce que tu fais. Et puis tous ces gestes-là, toi, comment tu allies l'écologie et ta pratique sportive, concrètement, qu'est-ce que tu fais? J'essaye de respecter la charte des climato-sportifs. Donc c'est une charte avec 7 engagements. Et donc, on vient essayer de donner des solutions existantes et surtout, on s'attelle en tant que climato-sportif à prouver par l'exemple que c'est possible. Dans un premier temps, on va éviter de prendre, par exemple, l'avion ou notre voiture quotidiennement. Si on va à l'entraînement, on va prendre le vélo parce qu'en plus, ça nous permet de nous échauffer. Donc, on aille dans un stade, sur une piste à la plage ou après, si on fait du surf, c'est peut-être compliqué en vélo, mais oui. Il y a d'autres solutions. Il faudra peut-être un vélo cargo pour mettre la planche de surf. Je ne sais pas si ça pourrait marcher. Je pense que ça existe. Faudrait demander à Inoa qui, elle, prend justement, a choisi au lieu de faire son sport qui du coup demande d'aller souvent dans des îles, elle fait du surf, de partir à l'étranger, elle fait un circuit européen et donc prend majoritairement le train pour s'y rendre. Donc on voit vraiment qu'il y a des solutions qui existent. Donc ça, c'est notre premier engagement, c'est d'essayer de réduire notre impact carbone à travers nos déplacements. Le deuxième, c'est à travers l'alimentation. Donc l'alimentation, dans un bilan carbone moyen, ça représente 25%. Donc quand on est sportif, on est à la recherche de vitamines, de minéraux, de protéines. Comment est-ce que je m'alimente? Comment est-ce que je trouve les bons aliments pour être performant? Et on aime bien du coup essayer de rappeler que il y a plus de vitamines, plus de minéraux dans les produits bio et que surtout les végétaux nous permettent d'avoir accès à de nombreuses protéines et que c'est possible de... Donc toi, par exemple, t'es végétarien? C'est ça. Et parce que justement, comme tu dis, on insiste beaucoup sur les protéines. Toi, ça te pose pas du tout problème dans ta pratique sportive de pas manger de viande? J'ai fait 20 ans d'athlétisme. Enfin, je fais 20 ans. Ça fait 20 ans que je fais de l'athlétisme. L'année où j'ai fait mes meilleurs résultats, c'est l'année où j'ai décidé
de devenir végétarien. Bon, après, c'est multifactoriel parce que je me suis dit aussi, je porte un engagement, donc ça me donne une force supplémentaire. Je déclare sur les réseaux que j'ai envie de faire ce défi-là, donc faire partie des 24 meilleurs Français sur 200 mètres sans manger de viande. Et que j'y arrive ou pas, j'ai réussi à montrer que sans manger de viande, c'est possible. Je dis pas que c'est mieux, je dis que c'est pas impossible et que le fait d'arrêter de manger de la viande n'empêche pas d'être performant, quoi. Si on se renseigne bien, il y a énormément d'alternatives qui sont hyper intéressantes, hyper protéinées et qui permettent d'être très performant dans ces sports. Et tu me disais que aussi sur ton équipement, t'essayes de pas acheter neuf. C'est ça. Ça, c'est possible aussi en termes de performance, ça t'impacte pas du tout? Bah non, pas plus que ça. En vrai, ce que je porte change pas grand-chose. Après, c'est vrai que dans l'athlé, quand on court, on est assez peu vêtu, donc bon, ça change pas grand-chose. Mais plutôt pour les pointes, parce que par exemple, moi je fais du sprint, donc c'est vrai qu'en termes de technicité, on va avoir des chaussures qui sont très particulières avec des clous en dessous, une plaque carbone, et ça c'est quelque chose qui est nécessaire pour un sprinter pour atteindre de la haute performance. Et j'achète, on va dire, ce qu'on appelle un faux neuf. Des personnes qui, par exemple, sur Vinted ou même dans des recycleries spécialisées pour le sport, se rendent compte que leur chaussure est trop grande, trop petite, l'ont mise 1 ou 2 fois, ça leur satisfait pas et les déposent, les revendent parce que ça leur convient pas. Donc moi, ça me permet d'avoir quelque chose de quasiment neuf qui ne m'empêchera pas d'être performant, mais qui a un impact un peu plus faible. Donc ça fait partie des 7 engagements que j'évoquais tout à l'heure avec du coup dans les autres points mentionnés, il y a aussi la manière dont on communique sur notre sport et sur les conséquences que ça a. Il y a aussi sur les sponsors qu'on choisit de représenter. Et par exemple, moi, en tant que consommateur, à qui je décide de donner mon argent? Est-ce que je préfère donner mon argent à une marque qui est éthique, qui porte des valeurs qui sont proches des miennes et qui protège en fait mon sport? Ou alors est-ce que je décide de donner mon argent à des entreprises qui potentiellement sont climaticides ou ont des fois assez peu de vergogne sur la manière dont est fabriqué leurs vêtements? Et puis ensuite, il y a aussi l'impact qu'a notre sport, parce que donc ça va pas avoir le même impact entre si je fais, désolé, mais de la Formule 1 ou du trek. Et un point qui est central parce qu'il regroupe un peu le tout, c'est sur les enjeux sociaux, parce que comme le dit Chico Mendes, l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Donc on a voulu implémenter et faire en sorte que cette thématique de justice sociale soit partie intégrante. Et donc on essaye de prôner à travers le sport une inclusion en tout type, qu'elle soit de genre, intergénérationnelle, socioculturelle, tout type d'inclusion auquel on peut penser, parce que justement le sport permet de voir ces différences de manière quasi instantanée. Quand on met 2 équipes l'une en face de l'autre, en fonction de ce qu'ils portent, en fonction de son handicap, en fonction de son genre, en fonction de le sport permet directement de traiter de ces sujets-là. Donc on l'a intégré aussi à la charte. T'as un discours hyper construit sur l'écologie. Ça te vient d'où cet engagement et toutes ces réflexions? Je pense que c'est quelque chose qui arrive petit à petit, qui se construit. Souvent, c'est marrant parce qu'il y a souvent cette question du déclic, comme si on avait shifté d'un coup. Mais je pense que, ça arrive, hein, ça existe, mais c'est peut-être un peu nuancé ou romancé, parce que moi, dans mon fil constructeur, il y a le fait que ma mère avait quelque chose d'assez proche avec la nature, un rapport très protecteur, très respectueux. On aimait beaucoup se balader en forêt. Mes 2 parents sont d'origine de la Guadeloupe, et la Guadeloupe, c'est quand même un lieu qui te remet à ta place parce que tu es entouré de montagnes, de rivières, de la mer. T'as l'air tout petit et tu comprends la puissance de la nature, et donc forcément il y a un respect qui t'oblige, quoi. Puis c'est aussi un des départements français les plus touchés par le réchauffement climatique. Exact. Ouais, il y a montée des eaux, perte de biodiversité. Moi, j'ai la chance d'y être allé plusieurs fois dans ma vie, et j'y allais à peu près tous les 4 ans. Et donc tous les 4 ans, tu vois à l'œil nu la perte de biodiversité. Je vois la montée des eaux, je vois des amis qui avaient des maisons proches de la mer qui potentiellement ne pourront jamais les léguer parce que la mer monte et qu'on se rapproche de plus en plus de chez eux, quoi. Il y a aussi mes grands-parents qui m'appellent 1 fois par an pour me dire que la tornade précédente a fait plus de dégâts que celle d'avant. Donc toutes ces choses-là font que je me sentais
enfin, c'était un besoin pour moi de m'engager sur ces enjeux climatiques. Parce que c'est des enjeux qui sont vraiment actuels. Souvent, on se projette, on dit attention à demain, mais pour moi, c'était déjà quelque chose de très très actuel, quoi. Oui, c'est très concret pour toi et pour ta famille. Ouais, c'est ça. Alors justement, pour le moment, les sportifs et l'écologie, c'est un mélange qu'on n'a pas encore beaucoup l'habitude de voir. Mais on est allé dans Paris et on a demandé aux jeunes ce qu'ils en pensaient et ce qu'ils pensaient que les sportifs devaient s'engager pour l'environnement. Donc je vais te montrer la vidéo et tu nous diras ce que tu penses de leur réponse. Ok. Oui, est-ce que tu trouves que les sportifs de haut niveau devraient s'engager pour le climat ? Oui, je pense qu'ils devraient s'engager dans tout ce qui se passe dans le monde parce que c'est important qu'ils donnent de la puissance grâce à leur popularité, leur pouvoir. Je pense que le monde entier les regarde. C'est super important qu'ils montrent et qu'ils disent exactement s'ils sont végétariens, qu'ils le disent, qu'ils font des actions, ils prennent pas l'avion, qu'ils le disent. Après, c'est des convictions personnelles qui doivent leur être propres et qui sont vraiment assumées, que ça soit pas du marketing pour l'environnement. Mais s'ils ont des convictions environnementales, que ça soit d'un point de vue de la nourriture, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue transport, il faut qu'ils le mettent en valeur. Après, évidemment, dans le sport, il y a beaucoup de contraintes liées à leur profession. Alors c'est vrai que ça va parfois en opposition avec ces enjeux de sportifs par rapport aux différents déplacements dans le monde. C'est une organisation qui doit venir des fédérations. Moi, je sais que je suis beaucoup la NBA, par exemple, et je sais qu'il y a une notion aujourd'hui qui est organiser un agenda avec des matchs qui soient, en termes de localisation, plus proches au fur et à mesure de la saison. Et je pense que ça peut être la même chose sur d'autres sports. Quand tu réfléchis les tournois internationaux, que ça soit tennis ou par exemple la Formule 1, trouver des compromis, on parlait de la question des transports, de réussir à régionaliser l'ensemble des coupes. Par exemple, au lieu de faire un tournoi à Rio, Rome et ensuite Sao Paulo, de faire dans la région, si possible des transports en commun pour aller de tournoi en tournoi, ensuite passer d'un autre continent et de faire de continent en continent. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées dans l'organisation de très grands événements sportifs en dehors de l'engagement personnel de chacun. Une réaction, qu'est-ce que t'en penses ? Ils avaient assez bien réfléchi au sujet quand même. Ouais, il y a plein de réponses qui sont hyper intéressantes et pertinentes sur la question des sportifs en eux-mêmes. C'est vrai qu'ils ont une part de responsabilité parce que ils sont, enfin surtout pour ceux qui sont connus, et c'est un peu le cas pour toutes les personnalités publiques. À partir du moment où on devient une personnalité publique, on va demander l'avis de la personne sur à peu près tout, et donc on va lui demander de se positionner. Et c'est vrai que c'est assez particulier. Et il y a aussi une envie de la part des climato-sportifs de sensibiliser, former à ces sujets-là, parce que il y a des personnes qui vont prendre la parole ou ne pas la prendre parce que aussi ils ont pas les enjeux, peut-être qu'ils prennent pas conscience que leur sport est en danger, peut-être que Mbappé, s'il savait que dans un monde à plus 4 degrés à cause de la pollution de l'air, à cause du stress hydrique, que potentiellement on pourrait pas faire de foot à Bondy, que les personnes qui actuellement aujourd'hui même sont en train de faire du foot à Bondy vont développer des maladies parce que tous les jours on inhale des choses qui sont dangereuses, peut-être que ça lui donnera envie de se motiver, de prendre la parole et de faire bouger les choses. Donc c'est un peu ce qu'on a envie de faire avec les climato-sportifs pour que ces personnalités publiques se sentent légitimes de parler. Même si des fois c'est difficile parce qu'ils prennent l'avion 3 fois par semaine ou plus ou moins, j'en sais rien, mais ça peut être compliqué des fois, mais il y a vraiment une nécessité de parler de ces sujets, parce que dès qu'il y a une pub, souvent on utilise la tête du sportif parce que il est fédérateur. En tout cas, avec Climato Sportif, vous êtes convaincu que les sportifs doivent s'engager pour n'importe quelle cause qui leur tient à cœur. Ça a été quoi un peu la genèse de la création ? Enfin, comment vous est venue l'idée et comment vous avez créé tout ça ? C'est venu un peu d'ailleurs de cette manchette d'ailleurs. J'étais en colocation, donc on est 3 cofondateurs avec Amélie Claire et Younes Nézar. Et donc j'étais en colocation avec Younes Nézar, qui, je me rappelle très bien, c'était le 22 janvier parce que c'était mon anniversaire, m'a offert comme cadeau une manchette qu'il avait faite pour lui. Et c'est une manchette aux couleurs des bandes du réchauffement climatique. Donc c'est un graphique qui a été fait par Ed Hawkins avec dessus des petites bandes de, on va dire 4 couleurs. On a du bleu, du blanc et du rouge plus ou moins foncé. Et en fait, chaque bande représente une décennie. Si on est sur du blanc, ça veut dire que la température est stable. Si on est sur du bleu clair,
foncé, ça veut dire que la température descend. Et quand on passe sur du orange, rouge, violet, je dis qu'il y avait 4 couleurs, mais là je suis déjà à 8. Beaucoup, un dégradé, on va dire, quoi. Et on est de plus en plus dans le rouge, violet, dans le réchauffement. Et on voit surtout que sur les dernières années, on va sur du rouge violet, quoi. Du rouge de plus en plus foncé, et ça montre surtout l'accélération des températures globales au cours des dernières années. Donc ce graphique, il permet d'avoir un visu direct sur cette problématique qui est le réchauffement climatique. Donc Climato-Sportif, au départ, c'était ça, c'était le fait d'avoir des manchettes pour pouvoir parler du réchauffement climatique avec d'autres sportifs. C'est ça, l'idée c'était d'intégrer dans nos sports une thématique qui n'était quasiment jamais abordée. Donc on venait à l'entraînement ou aux compétitions principalement avec nos manchettes pour représenter le climat, ça nous donnait une force supplémentaire. Et des fois on nous demandait mais qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça signifie, juste on nous pose la question tu l'as acheté où? Et en fait nous c'est un peu une manière de détourner. Donc il y en a qui trouvaient ça stylé et qui voulaient avoir la même, qui savaient pas que c'était pour parler du réchauffement climatique. C'est ça. Et nous, c'était un peu une manière détournée de parler d'écologie. Et donc, on intégrait du coup à notre sport une thématique écologique qui est la nôtre. Et en fait, on se rendait compte dans un premier temps que, ça s'est construit au fur et à mesure, que le sport ne s'emparait jamais de cette thématique. Pourtant, il est à la fois victime et contributeur, parce qu'on l'a dit, dans un monde à plus 2, plus 4 degrés, il risque d'y avoir plein de conséquences. Mais on voit encore que le sport aujourd'hui, c'est une consommation extrême, c'est des championnats du monde organisés sur 3 continents. Enfin, il y a encore une grosse dissonance. Et on avait envie de s'adresser surtout à un public qui était passionné par le sport. Et si on s'adresse dans un premier temps à ces passionnés à travers leur passion qu'est le sport, imaginons, je sais pas, tu fais du basket, je vais te parler de basket, on va s'accrocher, quoi, on aura un point commun. Alors que si je commence en te disant, tu sais que le GIEC, il va direct me dire bon, ok, c'est bon. Oui, on aime bien le GIEC, mais c'est moins accessible. C'est ça. Donc on a un peu envie de rendre l'écologie plus, il y a une question de désirabilité qui revient éternellement, et puis surtout s'adresser hors de notre bulle, parce que on s'adressait toujours aux mêmes personnes, à des personnes qui étaient déjà convaincues, et le sport va nous permettre aussi de sortir de ces cases, de ces bulles-là, pour parler à n'importe qui. Ce qui est cool avec le sport, c'est si demain je veux parler à un bourgeois qui fait du golf, je peux. Si je veux parler à quelqu'un qui vient de Noisy-le-Grand dans les quartiers dans lesquels j'ai grandi, je peux aussi. Et tu dis, il y a des gens qui sont venus te voir pour te demander c'est quoi cette manchette. Il y a eu des discussions qui se sont ensuivies. Globalement, c'est quoi les retours que vous avez quand vous parlez avec d'autres sportifs de réchauffement climatique? Est-ce que c'est du scepticisme, de l'intérêt, carrément des gens qui s'en foutent? Ça intrigue quand même. Ça intrigue. Et après, nous, ce qu'on veut, c'est planter des graines. On sait que directement, on pourra pas transformer, faire shifter les gens. C'est un peu comme ce que je disais au début, c'est souvent un long process. Et donc, nous, on s'attelle à planter ces graines-là pour susciter l'intérêt. Et peut-être que la personne, une fois qu'elle aura vu ce graphique-là, la fois d'après, où elle va retomber dessus, elle va savoir ce que c'est, et elle se sentira plus concernée peut-être aussi. Parce que si on lui explique que s'il y a des canicules à répétition, c'est peut-être jusqu'à 24 jours de pratique en moins dans l'année, il va avoir envie de s'y intéresser. Après, ça dépend les thématiques. Je sais que moi, du coup, je mange pas de viande, et il y a quand même beaucoup d'intérêt. Il y a des personnes qui sont vachement curieuses, mais qui me disent franchement, moi, je pourrais pas, c'est impossible et tout, j'aime trop, et puis j'en ai besoin. T'as vu ma carrure et tout, et du coup. Pareil, on aime beaucoup faire ce qu'on appelle la preuve par l'exemple. Moi, j'aime bien inviter des amis chez moi. Donc, ces mêmes personnes avec qui j'ai discuté, des fois, j'organise des repas. Ils viennent à la maison, on mange un truc végé ou vegan même, et ils me disent ce qu'ils en pensent. Et j'ai aucun retour négatif, aucune personne qui m'a dit franchement, je suis pas calé, ou c'est pas bon, ou tout le monde était surpris, agréablement surpris. Et je pense qu'il y a vraiment du coup des gros enjeux de sensibilisation pour casser beaucoup de stéréotypes existants.
Oui, c'est vraiment stéréotype. Pardon. Oui, c'est vraiment montrer, comme tu dis, par l'exemple, plutôt que de dire aux gens ce que tu fais là, c'est mal, il faut faire ci, il faut faire ça, d'avoir un discours un peu moralisateur qui pourrait en repousser certains, peut-être. Ouais. Bah, en fait, je pense que c'est démultiplier un peu les moyens. Il y a des gens, on va leur faire ce schéma culpabilisateur et ça va marcher. Il y a des gens, bah, des fois, ça m'est arrivé aussi. Ça dépend à qui on s'adresse. Lui dire, bon, bah, voilà, là, t'as pris l'avion tant de fois dans l'année. Bah, tu contribues à ce dérèglement climatique et avoir une posture un peu qui est chiante, qui est relou, mais des fois être moralisateur ça sert. Mais en fait, je pense que c'est intéressant de démultiplier les modes de communication. Il y en a, bah, en leur disant, en leur prouvant par l'exemple, ça va les toucher, ils vont se sentir inspirés et ils vont le faire. D'autres, ils vont devoir faire leur recherche de leur côté, passer des heures à regarder des vidéos, peut-être qu'ils tomberont sur celle-ci, j'espère. Et il y en a d'autres parce que on leur aura fait la morale, ça va un petit peu les chambouler, ça va un peu les secouer, et ils accepteront d'appliquer quelques changements. Et à part toi ou tes camarades qui sont dans le climato-sportif, tu sens qu'il y a un mouvement chez les sportifs, t'en vois d'autres qui s'engagent comme vous? Ouais, il y a beaucoup d'associations. Franchement, c'est assez impressionnant. Après, c'est peut-être parce que moi, du coup, c'est devenu ma bulle. Oui. C'est devenu ma bulle, donc j'en vois beaucoup. Mais à la fois des sportifs, mais aussi des assos, des entreprises qui se créent pour insuffler un peu cette nouvelle thématique et faire comprendre au sport que ils peuvent plus être à part du reste. On impose à beaucoup d'industries de se décarboner, d'être plus attention sur l'utilisation de leur eau, sur l'utilisation, enfin de tout ce qui tourne autour du dérèglement climatique et de l'écologie. Et le sport un peu moins des fois traiter ces sujets RSE. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que le sport c'est une industrie comme une autre et comme toutes les autres industries, il va être touché par le réchauffement climatique. Mais du coup, on doit aussi lui demander des efforts. Pour faire bouger les choses à plus grande échelle, il y a aussi des réflexions au niveau de l'Union européenne. Dont j'aimerais te parler. Donc peut-être que tu le sais, mais l'UE s'est fixé des objectifs de réduction des émissions de CO2 dans le cadre du Pacte vert. Et donc le sport aussi doit contribuer. Et un groupe d'experts et d'expertes a travaillé sur quelques recommandations. J'en ai retenu 2. La première, que les États conditionnent l'obtention de financements publics à la réalisation d'objectifs environnementaux, au moins pour les grandes instances sportives nationales, pas forcément pour tous les petits clubs amateurs, ou que les organisations sportives réalisent un bilan carbone et mettent en place une feuille de route pour réduire leurs émissions. Ça, pour le moment, c'est juste des recommandations, il n'y a pas de caractère contraignant, pour le moment en tout cas. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves aussi que les clubs et les fédérations devraient plus s'impliquer? Et comment t'expliques que pour le moment, elles ne le font pas plus? Une fédération et un club, elle a forcément un impact sur plus de gens d'un coup. Donc oui, ces fédérations, la mesure dont tu parlais, elle est intéressante. Après, c'est un peu toujours ce sujet de est-ce que si c'est pas une obligation, est-ce que c'est respecté ou non? Est-ce que c'est juste... Oui, là, pour le moment, c'est des recommandations, mais on ne sait pas, par exemple, si c'était mis en place au niveau de l'Union européenne. Est-ce que tu trouverais ça bien qu'on oblige les clubs, déjà, premièrement, à faire un bilan carbone, en fait? Ouais, non, mais le bilan carbone, c'est intéressant, c'est un outil. Après, de ce bilan carbone, qu'est-ce qui en découle? C'est aussi qui va être intéressant parce que après, je suis content parce qu'il y a quand même des mesures, des choses qui essayent d'aller dans le bon sens, mais est-ce que ça va assez loin? La réponse c'est quand même non. Ça me fait penser que dans un événement sportif, par exemple les JO, on a 80% qui sont, 80% du poids CO2, du bilan carbone, disons, d'un événement sportif, il est dû au déplacement de supporters qui viennent, par exemple, sur les gros événements, donc là, les JO, des personnes qui vont prendre l'avion à répétition pour assister à 2, 3, peut-être une semaine de JO. Tu me donnes la transition parfaite parce que je voulais justement te parler un peu des déplacements. Et donc ça bouge un peu du côté des sportifs parce que Kylian Mbappé, qui avait beaucoup ri à l'idée de prendre le train, l'a fait. Il a pris le train avec l'équipe de France de football, qui a pris le TGV pour aller affronter le Luxembourg à Metz. Et ils ont d'ailleurs beaucoup communiqué dessus, même s'ils ont pris l'avion pour le retour. Ouais.
Mais les joueurs français sont pas du tout les premiers. Ça fait des années que certains clubs européens se déplacent en train. Dès 2019, l'Ajax Amsterdam a misé sur le Thalys pour aller jouer un match de Ligue des Champions à Lille. C'est aussi le cas de pas mal de clubs de Première Ligue en Angleterre. Et en Espagne, le Betis Séville a carrément un partenariat avec la Renfe, qui est la SNCF espagnole. Tout ça, c'est très chouette pour l'exemple et on en parlait, les sportifs doivent aussi donner l'exemple. Mais finalement, tu disais, ce sont les déplacements des supporters qui représentent la grande majorité des émissions de gaz à effet de serre pendant un événement sportif. Et donc pour les Jeux Olympiques, le cabinet d'études SAMI a estimé que tous les spectateurs internationaux qui vont se rendre en France vont émettre 1,8 million de tonnes d'équivalent CO2. Et en fait, c'est 3 fois plus que ce qu'a anticipé l'organisation de Paris 2024. Ces experts en décarbonation proposent une solution qui serait de privilégier la vente de billets aux spectateurs locaux. Donc en gros, là, dans le cas des JO, ça serait les spectateurs français ou les pays européens proches. Et dans le reste du monde, d'organiser des fan zones décentralisées. Est-ce que tu penses que ça serait une bonne idée et est-ce qu'on peut penser comme ça à finalement régionaliser les compétitions sportives ? Non, mais c'est nécessaire. Et des fois, c'est un peu compliqué lorsqu'on parle de ce sujet à des fans de sport. Pour le coup, là, c'est dur d'être rassembleur, fédérateur, parce que le sport reste quand même quelque chose qui se vit énormément. Mais je pense qu'il y a quand même un aspect très régional déjà du sport, dans le sens où, en fonction des continents, il va y avoir des sports plus ou moins populaires. Donc nous, on va pas s'amuser à aller voir la finale de baseball. Ça va être en fonction du pays ou du continent où c'est un peu le plus prisé. Après, c'est vrai que il y a des compétitions internationales qui sont regardées par le monde entier. Mais là, dans le cas des JO, Ouais. pour Paris, il y a un gros enjeu de rayonnement en fait à l'international. Est-ce que des pays vont avoir envie d'organiser des compétitions si finalement il y a que les locaux qui y vont? Moi, ça me choquerait pas, dans le sens où ça fait quand même des lieux où il y aura de fortes concentrations. Donc peut-être que si leur envie c'est d'avoir économiquement des retombées, il y aura quand même aussi une forte concentration de personnes proches, locales, avec des billets qui sont peut-être plus accessibles. Il y a une forme de permettre aux personnes à proximité d'avoir accès à ces jeux. Et j'ai pas les chiffres, mais je crois que c'est quand même pas mal le cas pour les JO en France, où il y a quand même une majorité de Français qui seront présents. Mais pour moi, définitivement, l'avenir de ces grands événements sportifs, s'ils continuent, parce que peut-être qu'un jour on va vraiment se poser la question de est-ce qu'ils doivent continuer. Ce serait la solution encore plus radicale que de faire des choses régionalisées, de se dire c'est plus possible, ça pollue trop. Ça, tu penses c'est ça, que ça peut de arriver? se dire que quelle est notre priorité. Peut-être que avoir ce type d'événement, ça l'est plus, et c'est compliqué à le justifier. On voit qu'il y a beaucoup de JO qui sont en plus de ça difficilement rentables. En tout cas, il y a des sports qui vont devoir se réinventer et des compétitions entières qu'on va devoir réinventer. Ouais, je pense que c'est le cas par exemple de la Formule 1 ou de la voile, parce que c'est quand même des sports où il y a des grosses machines qui prennent soit des avions, soit des bateaux ultra polluants, et puis aussi qui en termes de messages renvoyés, c'est pour une passion, c'est ok il y a la pub de tous les plus grands pollueurs au même endroit, et on a des marques absolument partout. Il y a encore quelques années, il y avait écrit Marlboro en gros. Donc je pense qu'il y a des choses à réinventer. Ça va être très compliqué, ça va être dur, ça va être peut-être déplaisant si t'es fan de moto, si t'es fan de Formule 1. Mais au vu des enjeux, pour moi, je pense qu'il va forcément y avoir des changements à opérer. Ça, c'est une question qu'on n'a pas trop abordée, mais c'est vrai qu'il y a aussi toutes ces grosses marques, ces gros sponsors. Enfin, t'en as un petit peu parlé. Comment on réinvente, par exemple, je vais prendre l'exemple le plus extrême, mais les compétitions de football, alors qu'il y a d'énormes enjeux financiers derrière et de gros sponsors derrière. Là aussi, ouais, c'est compliqué. Non, mais sur ces sponsors, il y a des enjeux. Je sais que, par exemple, il me semble qu'un collectif a réussi à faire tomber Total d'un des sponsors d'une course en Belgique. D'une course d'athlétisme. C'était une course de demi-fond ou même de fond, je sais plus, c'était du long. Et en fait, l'idée, c'est aussi de comprendre pour l'industrie du sport, pour les passionnés de sport,
que ces entreprises-là, elles sont à risque. Oui, Total qui ouvre toujours de nouveaux projets pétroliers malgré l'urgence climatique. C'est ça, et qui nous incite aussi à travers des millions et des millions d'euros à continuer à perpétuer de vivre comme on le vit actuellement. Ce que je veux dire, c'est que ces entreprises, elles font des dégâts sur nos sports. Et donc, entre guillemets, on finance aussi, on accepte, on autorise que ces entreprises, à terme, dégradent notre sport et potentiellement nous en privent. Donc, il va falloir aussi avoir des fois du courage ou une forme de réflexion sur à qui on accepte de donner notre image en tant que sportif, en tant qu'organisation, en tant que fédération, parce que certes, ils vont nous permettre de développer notre sport à court terme, mais sur le long terme, ils risquent potentiellement de nous en priver. Donc c'est un choix difficile, surtout que dans le sport, comme j'ai dit, des fois il y a pas énormément d'argent sur des petits sports. Oui, parce que là je parlais du football où il y a beaucoup d'argent, mais c'est pas le cas de la majorité des sports. C'est ça. Et après le foot, ça engrange tellement d'argent que ça va être difficile de faire changer ce sport. Ça va être difficile de modifier et de leur faire comprendre que faire une compétition sur 3 continents pour le centenaire de la Coupe du Monde, c'est pas raisonnable, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne solution. Mais moi, en tout cas, le seul message que j'ai envie de faire passer, c'est que potentiellement ces entreprises peuvent nous priver de notre passion. Quel conseil tu donnerais aux jeunes sportifs qui ont envie de s'engager, que ce soit pour l'écologie ou autre chose? J'aimerais leur conseiller du coup de s'engager, de pas hésiter, parce que des fois je pense que quand on fait du sport, on s'y dévoue intensément parce que ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup de soi-même, mais je trouve que moi mon engagement m'a permis d'être d'autant plus fort parce que je cours pas que pour moi, mais aussi pour toute une cause. Et des fois, quand je suis un peu fatigué, des fois, quand je suis un petit peu... parce que ça arrive à tous les sportifs, tous, vraiment, des moments de... un peu, comme tout être humain, quoi. Cet engagement-là, moi, me permet d'avoir des fois un second souffle ou de rebondir. Et cet engagement, je trouve, m'a permis d'être plus fort que je l'ai jamais été. Même si force, ça a plein de significations. Là, dans le terme sportif, c'est vraiment la performance, mais je trouve que l'engagement, c'est aussi permettre de gérer son éco-anxiété, parce que être dans l'action, être dans ce moteur-là, ça libère aussi un peu l'esprit, et de se dire je fais ma part, ça fait du bien. Merci beaucoup, Mathéo. De rien, merci à vous de nous avoir accordé du temps et de mettre un peu en lumière l'assaut des climato-sportifs, c'était très cool. Ce podcast était présenté par Camille Sarrazin avec des sponsors triés sur le volet, RFI et France 24. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de Enter et sur la plateforme de podcast de RFI. Et en attendant le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux, YouTube, TikTok et Instagram.